Raphaël Jaouzalmi, bonjour à vous. Bonjour. Et merci de nous rejoindre. Vous êtes ancien officier du renseignement militaire israélien. La 12e chaîne de télévision israélienne a révélé hier soir une évaluation des capacités humaines du Hamas dans la bande de Gaza. Des données présentées à la Commission des Affaires étrangères et de la Défense de la Knesset, le groupe terroriste palestinien qui compterait désormais entre 12 000 et 23 000 hommes en y intégrant les terroristes djihad islamiques. Raphaël Jaouzalmi, comment est-ce que vous expliquez de tels chiffres alors que Tsahal a annoncé encore récemment qu'entre 17 et 23 000 terroristes de ces deux mouvements avaient été éliminés depuis le début de la guerre? Eh bien, le calcul est simple. Au début de la guerre, il y avait à peu près 35 000 à 40 000 terroristes du djihad islamique et du Hamas. On en a supprimé, comme vous le dites, 23 000. Donc, il en reste effectivement à peu près 17 000. En gros, beaucoup, à part ceux qui ont été éliminés, il y a évidemment des blessés. Et puis, il y a aussi plus de 4 000 qui ont été capturés et qui sont détenus dans les geôles israéliennes. Mais ce qu'il y a aussi, c'est tout simplement de nouvelles recrues, inclus d'ailleurs des adolescents. Il y a ici une atteinte aux droits de l'enfance, dans la mesure où le Hamas se mêle de recruter des enfants pour leur faire toutes sortes de travail. Et donc, il y a une sorte de roulement, dirais-je. Alors, il y a le noyau dur qui reste, ceux qui n'ont pas encore été éliminés du Hamas et du djihad islamique sont terrés dans les tunnels, c'est le noyau dur, c'est les plus coriaces, à quoi s'ajoutent donc ces nouvelles recrues, car aujourd'hui dans Gaza, ça peut être aussi une condition de survie alimentaire, économique, de s'engager dans les rangs des factions terroristes où on est mieux logé et mieux nourri, si je puis dire, que la population civile. Raphaël Jaouzalmi, vous citiez ce nombre de 40 000 membres de ces deux groupes. Dans son édition du jour, le Jérusalem Post évoque l'hypothèse justement que le renseignement israélien ait mal évalué le nombre de terroristes du Hamas avant le 7 octobre. On parlait plutôt du côté des autorités avant le 7 octobre de 25 000, alors que comme vous le disiez, le Hamas aurait plutôt compté 40 000 terroristes à ce moment-là. Est-ce que ça vous apparaît comme le principal facteur explicatif à côté de celui que vous avez évoqué également de recrues supplémentaires? Le principal facteur explicatif, c'est la difficulté de effectivement avoir un comptage exact du nombre de terroristes armés, dans la mesure où il n'y a pas de liste, il n'y a pas de carte du parti. Certaines personnes sont affiliées à des factions terroristes, mais ne sont pas inscrites quelque part. Certaines les rejoignent occasionnellement. Il est extrêmement difficile d'obtenir un nombre exact. Et ça dépend aussi de la définition. Qu'est-ce qu'un terroriste armé? Qu'est-ce qu'un terroriste de la branche militaire par rapport à un terroriste à col blanc du Hamas? Si je prends un exemple, le directeur de l'hôpital de Djebalia qui vient d'être arrêté, c'est un terroriste à col blanc, mais qui peut aussi prendre des armes. Et donc à ce moment-là, il devient un terroriste à col rouge. Donc il est extrêmement difficile d'établir ce comptage sur le plan tout simplement arithmétique. Comment il se fait d'ailleurs, Raphaël Jaouzalmi, par les renseignements et par l'armée israélienne, ce comptage, cette évaluation arithmétique? Alors, on a, c'est un comptage nominal, ça veut dire ceux dont on sait pour sûr qu'ils sont affiliés au Hamas et qu'ils sont des terroristes armés. On a des renseignements, des informateurs, on a des listes de personnes que nous cherchons à capturer ou à éliminer. Et donc, il y a un certain nombre, un grand nombre de terroristes du Hamas qui sont fichés par les services de sécurité israéliens. Mais bien sûr, pas tout le monde, c'est pas des listes complètes. Et comme je l'ai dit, il y a une difficulté à établir un comptage qui de toute façon change tous les jours parce que des gens sont recrutés, d'autres quittent, d'autres sont éliminés. Donc c'est assez difficile d'établir un compte. Mais dirons que de façon conservatrice que nous sommes aujourd'hui à au moins 15 000 terroristes armés qui sont encore capables de se battre contre Tsahal dans la bande de Gaza. Ce qui apparaît pour sûr à Raphaël Jaouzalmi, c'est que la qualité du recrutement, si j'ose dire, par le Hamas est en nette baisse. Les derniers recrues terroristes, selon ces rapports, sont peu expérimentés et leur expertise militaire est moindre que ceux qu'ils sont censés remplacer. Comment s'assurer, selon vous, côté israélien, que les mois et les années à venir ne leur servent pas à gagner justement cette expérience sur le terrain et qu'ils demeurent moins équipés pour frapper les intérêts et les soldats israéliens?
Le problème des nouvelles recrues et du fait que le Hamas ne soit pas complètement neutralisé est un problème politique et non militaire. Les militaires ont fait et continuent de faire leur travail, mais s'il n'y a pas derrière une vision au niveau politique de comment capitaliser sur les acquis militaires, de prévoir le jour d'après la bagarre, rien ne sera accompli et c'est comme si on n'avait rien fait parce que dès que Tsahal se retire, on l'a vu au centre et au sud de Gaza, pour aller combattre au nord, eh bien, le Hamas remplit le vide qui est laissé derrière. Et ce vide, il est laissé derrière non pas par l'armée, mais par la politique israélienne, qui fait absolument défaut, je le répète, par un manque de vision, de ne pas avoir prévu. C'est déjà depuis des mois que le Shin Bet et l'armée demandent du gouvernement de choisir une option. Qui doit remplacer le Hamas à Gaza? On peut maintenant donner un coup de grâce aux terroristes à col blanc dont j'ai parlé et remplacer le régime de Hamas par un autre régime. Pourquoi on tarde à le faire alors du côté du gouvernement Netanyahou et du Premier ministre en particulier? Absolument, c'est un gouvernement, on le sait, qui est paralysé et qui n'arrive pas à prendre des décisions parce qu'il y a des gens qui tirent de tous les côtés, à droite, à gauche et au milieu, et le pauvre Premier ministre ne sait plus où donner de la tête. Et en attendant, ça retarde les décisions. Il y a des alternatives. On pourrait rendre le contrôle de la bande de Gaza à l'autorité palestinienne, donc au gouvernement d'Abou Mazen qui siège à Ramallah. On pourrait passer le relais à des forces internationales venant soit de pays arabes, soit de l'ONU, peu importe. Ce qui importe, c'est de pouvoir fermer la porte et de jeter la clé. Nous n'avons rien à faire de Gaza, nous n'avions rien à faire à Gaza. Nous voulons partir, nous voulons arrêter de perdre des soldats et surtout nous voulons libérer nos otages. Et si pour libérer nos otages, il faut évacuer Gaza, évacuons Gaza, mais ayons au moins une alternative à cette force politique et administrative qui est toujours présente dans Gaza du Hamas. Raphaël Jérusalemi, je rappelle que vous êtes l'invité du Grand Journal aujourd'hui, vous êtes ancien officier du renseignement militaire israélien. Les médias israéliens ont également récemment dévoilé l'ampleur du renseignement obtenu par le Hamas avant le 7 octobre 2023. Renseignement électronique, renseignement en open source, en OSINT comme le disent les experts, mais aussi renseignement humain à sa frontière d'abord, mais aussi par les travailleurs gazaouis qui ont été autorisés à entrer sur le territoire israélien grâce à un permis de travail. Après le cessez-le-feu, comment bâtir une nouvelle architecture de sécurité à Gaza pour empêcher que cette activité de renseignement palestinien se maintienne, se développe, notamment avec l'aide de l'Iran? Est-ce que ça passe nécessairement par le maintien d'une présence au sol, même mineure, de l'armée israélienne? Est-ce que ça passe par l'établissement d'une zone tampon contrôlée par Tsahal au nord de la bande de Gaza? Non, ça c'est pour des raisons de sécurité. Une bande de tampons et de garder ou pas l'axe de Philadelphie, l'axe de Netzarim, ça c'est pour des raisons militaires tactiques. Sur le plan du contre-espionnage, il n'y a pas besoin d'une présence militaire, il y a besoin de continuer le travail de contre-espionnage avec nos informateurs et indicateurs sur le terrain, et il y en a beaucoup, car il y a une opposition très importante au Hamas, au djihad islamique dans Gaza, ne serait-ce que si on compte les membres de l'OLP, qui sont restés fidèles à Abou Mazen, mais aussi la jeunesse qui est brimée par la dictature du Hamas. Donc, les indicateurs informateurs qui aident Israël ne manquent pas. Il y a un travail. Mais pourquoi ça n'a pas fonctionné dans ce cas-là avant le 7 octobre? Qu'est-ce qui a manqué? Ça a fonctionné, mais non, ça a fonctionné. On a déjoué, en priorité, on a déjoué des attentats. Des centaines d'attentats ont été déjoués grâce au travail des services de sécurité. Le fait que le Hamas puisse obtenir des informations par rapport à ce qui se passe en Israël, c'est un espionnage classique qui n'est pas seulement celui des travailleurs qui viennent travailler en Israël, parce que c'est vrai qu'on peut... D'ailleurs, certains sont interrogés sans savoir qu'ils sont en train de donner un renseignement militaire ou autre. On leur demande, on leur pose des questions lorsqu'ils reviennent d'Israël. Ah, comment c'était? Où est-ce que tu as travaillé? Comment t'es-tu rendu à ton travail? N'oublions pas qu'il y a un appui important de l'Iran avec un espionnage très très sophistiqué par satellite avec des imageries qui viennent de l'espace et qui sont fournies par les Iraniens au Hamas. C'est pas juste un travailleur palestinien qui vient raconter des histoires à ses copains. Il y a évidemment
à l'intérieur d'Israël, comme nous en avons, nous, à l'intérieur de Gaza, des gens qui collaborent avec les Palestiniens et qui sont prêts à donner certaines informations. Beaucoup ont été recrutés récemment par les Iraniens. On a capturé quelques-uns. C'était même des Israéliens juifs qui faisaient ça pour de l'argent. Donc ça, j'oserais dire que c'est l'espionnage classique de bonne guerre. Il est inévitable. Tout le monde espionne tout le monde essaie d'avoir des renseignements sur tout le monde. Je pense qu'on ne peut que saluer les succès du Shin Bet. Malgré la faille du 7 octobre, on ne peut que saluer le travail de sécurité du Shin Bet qui est excellent et qui, depuis le 7 octobre, nous a montré à quel point il pouvait réagir rapidement, travailler main dans la main avec Tzahal, car n'oublions pas que c'est le Shin Bet qui donne la banque de données à Tzahal, où frapper, quoi frapper, quand frapper. Tout cela, c'est grâce aux renseignements recueillis par les agents et les espions du Shin Bet. Je voudrais qu'on parle à présent, Raphaël Jérusalemi, des otages et de cette déclaration du djihad islamique sur sa chaîne Telegram, et à prendre évidemment avec beaucoup de précautions. Selon le groupe terroriste, un otage israélien aurait tenté il y a quelques jours de se suicider et en aurait été empêché par ses geôliers. C'est un nouvel acte de guerre psychologique pour faire pression à la fois sur le gouvernement Netanyahou et sur l'opinion publique israélienne. Probablement, mais je suis certain qu'il y a des otages qui pensent au suicide, car lorsqu'on connaît, et on a eu cette semaine un rapport qui a été présenté aux Nations Unies, les maltraitances que subissent les otages israéliens, les atrocités qui rappellent les pires atrocités nazies de la Gestapo que subissent certains otages israéliens dans les tunnels de Gaza, on peut imaginer qu'ils aient envie de se suicider, qu'ils ne veulent plus se réveiller chaque matin dans le noir avec la peur d'être battus, violés, et je sais à quoi encore. C'est tout à fait plausible. Le fait que le djihad islamique exploite cela cyniquement montre à quel point non seulement ces gens sont cruels et sans cœur, mais ils sont absolument inhumains, malheureusement, et c'est eux qui tiennent les cartes sur le plan des otages, et c'est à Israël maintenant d'accepter, malheureusement, de payer le prix, même s'il est très élevé, car sinon, nous ne pourrons que considérer notre opération comme une défaite. Il n'y aura aucune victoire, même si on élimine encore des milliers et des milliers de terroristes dont nous venons parler, aucune victoire si nous n'avons pas assumé la responsabilité de l'État d'Israël de sauver ses citoyens et de sauver ses otages qui, justement, s'ils ne sont pas déjà morts, sont effectivement au bord du suicide. Et même s'ils sont libérés, ont devant eux des années et des années de récupération physique et mentale après tout ce qu'ils ont subi. Et précisons qu'une délégation du Hamas est arrivée au Caire pour poursuivre ces discussions en vue d'un cessez-le-feu de la libération d'une partie des otages. Je voudrais qu'on termine cet entretien, Raphaël Jérusalemi, avec la situation au Yémen et l'intensification des tensions entre les Houthis et Israël. Qu'est-ce qui empêche, selon vous, pour le moment, Tzahal d'agir encore plus massivement contre la milice chiite soutenue par l'Iran, d'éliminer un certain nombre de ses responsables, comme cela a été fait avec le Hamas et le Hezbollah? Est-ce que c'est seulement la distance? Est-ce que c'est la volonté aussi d'internationaliser la crise en demandant l'appui des Américains et des Britanniques? Alors, réponse B, c'est-à-dire, effectivement, nous tentons en ce moment de coordonner avec d'autres forces armées, avec surtout la coalition internationale qui se trouve en mer Rouge, avec les Américains, les Britanniques, les Français. Il n'y a aucune raison, même si on en a la capacité, pour laquelle Tzahal devrait s'occuper aussi des Houthis du Yémen. Nous occupons déjà de la moitié du Proche-Orient à nous tout seuls, sur plusieurs théâtres d'opération à la fois. C'est un peu fort de café que pour une menace qui est celle globale du commerce maritime mondial et de l'économie mondiale, ce soit encore Israël qui prenne le gros du fardeau sur lui. Alors il est évident que nous allons essayer d'impliquer beaucoup plus les forces armées américaines. Et selon les sources américaines, justement, Raphaël Jérusalemi, pardon, je vous interromps, on a pu lire tout à l'heure que Donald Trump était apparemment décidé à aller plus loin dans les frappes contre les Houthis à partir de son investiture le 20 janvier prochain à la Maison-Blanche. C'est une très bonne nouvelle pour Israël. Oui, s'il tient parole, c'est effectivement une bonne nouvelle. Je me demande pourquoi le gouvernement Biden ne fait pas déjà le travail. Comme je l'ai dit, les intérêts américains sont menacés, tout autant que les intérêts israéliens, si ce n'est même plus d'ailleurs. Et donc, je ne vois pas pourquoi on attend. Les Israéliens ont montré que la distance n'est pas un obstacle. Ils sont capables de traverser ces milliers de kilomètres pour venir frapper
les Houthis du Yémen, avec un appui, il faut bien le reconnaître, logistique des Américains, Oui. ravitaillement en vol des avions de combat israéliens, renseignements obtenus par l'armée américaine qui sont immédiatement fournis aux Israéliens, coordination des opérations sur le terrain. Tout ça fonctionne. Maintenant, il manquerait l'ingrédient final, effectivement, d'une véritable coalition internationale qui mettrait fin une fois pour toutes à cette menace qui, je le répète, est avant tout une menace sur le commerce maritime mondial. Merci beaucoup, Raphaël Jawzalmi, d'avoir été avec nous dans le Grand Journal. Je rappelle que vous êtes ancien officier du renseignement militaire israélien. Très bon après-midi à vous. Bon.